Bonsoir. Ce soir, en fermant les yeux, laissez-vous glisser lentement vers un autre monde. Un monde d'eau, de bois et de lumière. Un endroit où les maisons flottent entre ciel et lac, où les enfants pagaient pour aller à l'école, et où le temps semble suspendu au rythme lent des barques silencieuses. Dans cette histoire, vous suivrez les pas d'un voyageur, venu chercher quelque chose sans trop savoir quoi. Un peu de calme, peut-être, ou juste un moment loin du bruit du monde. Il découvrira un village perché sur des pilotis, niché entre forêts inondées et horizons liquides. Des rencontres simples, des repas partagés, un coucher de soleil qu'on n'oublie pas. Installez-vous confortablement, fermez doucement les paupières et laissez votre esprit voguer vers Kampong Fluk. Bonne écoute et douce nuit. Si vous avez déjà mis les pieds au Cambodge, vous savez que tout commence par la poussière rouge, celle qui vous colle au mollet, s'infiltre dans vos chaussures et finit par devenir une partie de vous. Ce jour-là, j'avais décidé de quitter Siem Reap, cette ville déjà bien vivante, saturée de tuk-tuk, de temples et de touristes, pour aller voir un village dont j'avais entendu parler dans un bar, la veille. Kampong Fluk, un nom qui sonnait comme un murmure d'eau. Alors, un matin, sans vraiment trop réfléchir, j'ai sauté dans un tuk-tuk. C'est une sorte de moto accrochée à une petite cabine brinque-ballante. Mon chauffeur, Soka, parlait un anglais cassé mais enthousiaste. Il faut dire que le mien n'était pas bien meilleur. Mais cette langue, approximative et universelle, suffisait à créer un pont entre nos mondes. Il m'a souri avec toutes ses dents et on est parti. La route a très vite quitté le bitume. À mesure qu'on s'éloignait de la ville, l'asphalte cédait la place à de la terre rouge. Cette terre du Cambodge qu'on reconnaît entre mille, poudreuse, collante, presque chaude au toucher. On roulait à travers les rizières, encore partiellement inondées, des buffles barbotant dans la boue, des enfants courant le long des talus, agitant les bras comme s'ils saluaient un ami. Il faisait chaud. Pas une chaleur agressive, plutôt cette tiédeur enveloppante, avec l'humidité dans l'air qui vous colle à la peau mais vous berce un peu. Je ne parlais pas beaucoup. Je regardais. Au bout d'un long moment, je ne sais pas, peut-être une heure, on a quitté la route principale pour s'arrêter près d'un petit embarcadère. Il n'y avait pas vraiment de panneau, ni de guichet, juste une cabane en tôle, 2 chiens endormis et un homme accroupi qui a levé les yeux vers moi sans un mot. Il a simplement désigné une barque à moteur, peinte en bleu et vert. Je suis monté. Le moteur a toussé, craché une bouffée d'air chaud et la barque s'est mise à glisser lentement sur un canal brunâtre. On a mis un bon moment à atteindre le cœur du village. La barque glissait lentement, comme si elle n'avait aucune envie de déranger ceux qui dormaient encore dans la chaleur du matin. On avançait sur un canal étroit, brun et calme, bordé de roseaux qui pliaient sous leur propre poids. Et puis, sans prévenir, le décor a changé. D'abord, j'ai vu un toit, un triangle timide, dépassant de la ligne des arbres, comme un signal discret dans le paysage, puis un deuxième, un peu plus loin, suivi d'un troisième. Et très vite, c'est toute une enfilade de maisons qui s'est révélée, s'élevant au-dessus de l'eau comme suspendues dans l'air, comme si elles s'étaient toutes donné rendez-vous là, au bord du silence. C'était Kampong Fluk. Le village flottant n'est pas vraiment flottant à cette époque de l'année. On était en saison sèche, et le niveau du lac Tonle Sap avait baissé, laissant apparaître l'autre visage du lieu. Un village sur pilotis, des maisons perchées sur d'immenses échasses de bois,
parfois rougies par le soleil, fendues par les pluies passées, noircies par le temps. Certaines montaient à 7, 8 mètres, peut-être plus. Soka, le batelier, m'avait expliqué un peu plus tôt. En juillet, l'eau monte jusqu'au plancher. Maintenant, c'est la saison des jambes longues. Je me suis surpris à sourire à cette idée. Les jambes longues. C'est exactement ça. Tout semblait avoir poussé sur des tiges immenses, fines mais solides, comme si la terre avait décidé de se retirer et que l'homme, refusant de partir, avait simplement pris de la hauteur. Les maisons étaient toutes différentes. Il y avait des façades bleues éclatantes, d'un bleu presque naïf, des volets verts délavés, des planches grises comme de vieux os de bateau. Certaines étaient fraîchement peintes, d'autres penchaient légèrement, avec ce charme bancal des choses qui ont survécu à beaucoup. Mais elles tenaient debout, comme si elles avaient appris à défier l'instabilité avec une patience que nous, les visiteurs de passage, ne comprenons pas encore. À mesure qu'on avançait sur le canal, je découvrais les détails. Des filets de pêche suspendus aux rambardes, comme des rideaux en filigrane, parfois encore humides. Des poules perchées sur des plateformes en bambou, observant la barque comme des gardiennes du seuil. Un petit cochon noir, ficelé à une corde, qui grognait doucement en avançant prudemment sur une passerelle flottante, son ventre rebondissant à chaque pas hésitant. Tout était là, sans filtre. On ne faisait pas semblant de vivre ici. On vivait vraiment. Et on n'avait pas cherché à faire joli. C'était beau justement parce que personne ne cherchait à le rendre beau. Un enfant m'avait repéré depuis un balcon. Il m'a lancé un « soudei » joyeux, accompagné d'un petit salut de la main. Un geste simple, presque rituel, qui voulait dire bonjour sans trop en faire. J'ai répondu par un signe un peu maladroit, la main levée, presque gêné de briser le calme silencieux qui semblait envelopper le village. D'autres têtes ont suivi. 2 sœurs accoudées à une rambarde, un vieil homme qui mâchait lentement quelque chose d'invisible, une femme en train d'éplucher des légumes. Tous regardaient, pas avec insistance, juste comme on regarde quelqu'un qui entre chez soi, sans frapper, mais sans violence. La barque avançait doucement. Soka avait coupé le moteur et utilisait maintenant une longue pagaie pour diriger notre embarcation. Il ne parlait pas, et moi non plus. Ce silence-là, je ne voulais pas le casser. On a longé une maison un peu plus large que les autres. En regardant de plus près, j'ai compris que c'était une sorte d'épicerie, un minuscule commerce local. À l'intérieur, je distinguais des bouteilles de soda suspendues à des crochets, des sachets de nouilles instantanées accrochés en guirlandes, quelques cartons ouverts contenant des paquets de biscuits et une boîte en fer rouillée remplie de bonbons. Devant, sur une chaise basse en plastique rouge, une femme écaillait du poisson. Elle le faisait sans hâte, les gestes mécaniques, les pieds nus posés sur une planche glissante, au-dessus de l'eau. Elle ne leva même pas les yeux quand on passa. Tout semblait suspendu dans une lenteur précise. Rien ne pressait, mais tout avait sa place. Chaque corde tendue, chaque planche posée de travers, chaque récipient accroché là où il fallait. Une géographie du quotidien qu'on ne pouvait comprendre qu'en y vivant. Un peu plus loin, un groupe d'enfants jouait sur une passerelle étroite, faite de planches clouées à la va-vite. Leurs pas résonnaient comme des percussions fragiles. L'un d'eux, torse nu, cria quelque chose dans un khmer rapide que je ne compris pas, puis prit son élan et sauta dans l'eau dans un grand splash joyeux. Les autres éclatèrent de rire, puis s'assirent au bord pour le regarder barboter comme un petit dauphin d'eau douce. Ça sentait le poisson fumé, la cendre froide
et une sorte de soupe aux légumes oubliés. Mais ce n'était pas désagréable. C'était l'odeur d'un monde entier qui flottait, s'équilibrait et persistait. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas pris de photos. C'est rare pour moi. Mais il y a des endroits qui ne supportent pas le clic, ou plutôt qui méritent qu'on les regarde vraiment, sans l'intermédiaire d'un écran. Je me suis juste laissé traverser. Il y avait quelque chose d'irréel dans tout ça, comme si ce village n'existait que dans un interstice du monde, quelque part entre la terre et l'eau, entre l'attente et la mémoire, une organisation verticale de la vie, à la fois brute et élégante, précise, sans ostentation. Et pourtant, tout tenait. Non seulement physiquement, ces maisons debout sur leurs longues jambes de bois, défiant le vent, la pluie, les saisons, mais aussi humainement. On sentait que les gens vivaient ici depuis toujours et qu'ils continueraient quoi qu'il arrive. Je venais à peine d'arriver, mais je savais déjà que ce village allait me rester sous la peau. Il y avait dans l'air, dans les gestes, dans cette lente chorégraphie sur l'eau, quelque chose de profondément juste, pas spectaculaire, pas touristique, juste vivant. Et ça, je ne suis pas prêt de l'oublier. Après une matinée à explorer les canaux sinueux de Kampong Phluk, mon guide Soka et moi avons décidé de faire une pause pour déjeuner. Il m'a conduit dans ce qui semblait être un petit restaurant, un établissement local réputé pour sa cuisine traditionnelle khmer et son ambiance authentique. Le restaurant, construit sur pilotis comme les maisons environnantes, offrait une vue imprenable sur le village et les eaux tranquilles du Tonle Sap. Des tables en bois étaient disposées sous un toit de chaume, et une brise légère apportait un peu de fraîcheur en cette journée chaude. Nous nous sommes installés à une table près du bord, d'où je pouvais observer les allées et venues des habitants sur leurs barques. Le menu proposait une variété de plats locaux, et Soka m'a recommandé de goûter au fish amok, un curry de poisson cuit à la vapeur dans des feuilles de bananier, plat emblématique de la cuisine cambodgienne. En attendant notre commande, j'ai siroté un verre de jus de canne à sucre frais, sucré et rafraîchissant. L'atmosphère était paisible, ponctuée par le clapotis de l'eau et les rires des enfants jouant à proximité. Le repas est arrivé, présenté avec soin. Le fish amok était accompagné de riz blanc parfumé, et sa sauce onctueuse mêlait des arômes de citronnelle, de galanga et de lait de coco. Chaque bouchée était un délice, révélant la richesse des saveurs locales. Soka m'a également fait goûter au lok lak, un plat de bœuf mariné sauté, servi avec une sauce au poivre de Kampo et des légumes frais. La viande était tendre et savoureuse, et la sauce relevait parfaitement l'ensemble. Pour le dessert, nous avons partagé des bananes frites, croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur, accompagnées d'un filet de miel local. Un vrai régal pour conclure ce repas. Repus et satisfaits, nous avons remercié chaleureusement le personnel du restaurant pour leur accueil. Cette pause gourmande m'a permis de découvrir la richesse de la cuisine cambodgienne et de mieux comprendre la vie quotidienne des habitants de Kampong Phluk. Après ce déjeuner copieux et réconfortant, Soka m'a proposé une excursion vers la forêt inondée, un lieu qu'il décrivait comme magique. Nous avons quitté le restaurant et rejoint une petite embarcation en bois, plus étroite et maniable, idéale pour naviguer dans les eaux peu profondes et sinueuses de la mangrove. Le moteur de la barque a été coupé, laissant place au silence, seulement troublé par le clapotis de l'eau contre la coque et le chant lointain des oiseaux. Soka a pris une pagaie et a commencé à nous guider doucement à travers les canaux étroits.
La lumière du soleil filtrait à travers le feuillage dense des arbres, créant des motifs mouvants sur la surface de l'eau. Les troncs des arbres, partiellement immergés, semblaient surgir directement de l'eau, leurs racines entrelacées formant un réseau complexe et mystérieux. À mesure que nous avancions, la température semblait baisser légèrement, la canopée offrant une ombre bienvenue. L'air était chargé d'humidité, porteur des senteurs de la terre mouillée et de la végétation luxuriante. Des oiseaux au plumage coloré s'envolaient à notre passage, leurs cris résonnant entre les arbres. Parfois, un poisson sautait hors de l'eau, créant une éclaboussure soudaine dans le calme ambiant. Soka m'a expliqué que cette forêt inondée était un écosystème vital pour la région, abritant une biodiversité riche et variée. Les habitants de Kampong Phluk en dépendent pour la pêche, la collecte de bois et d'autres ressources naturelles. Nous avons croisé d'autres barques, chacune guidée par des femmes locales, souvent vêtues de vêtements traditionnels et portant des chapeaux coniques. Elles saluaient poliment, leurs gestes précis et assurés, témoignant d'une habitude de naviguer dans cet environnement complexe. À un moment, Soka a arrêté la barque près d'un arbre particulièrement imposant. Il m'a invité à toucher l'écorce, rugueuse et humide, et à écouter le murmure du vent dans les feuilles. C'était un moment de connexion profonde avec la nature, une pause méditative dans le tumulte du voyage. Après un certain temps, nous avons fait demi-tour, reprenant lentement le chemin du retour. Le soleil commençait à décliner, projetant une lumière dorée sur la forêt, accentuant les contrastes et les reflets sur l'eau. Après l'excursion en barque dans la forêt inondée, je croyais avoir atteint le sommet du calme. Mais Soka m'a proposé de terminer la journée par une visite du temple du village. Une pagode bouddhiste, m'a-t-il dit. Un endroit paisible, très paisible. Il faisait encore chaud, mais le soleil commençait doucement à décliner. On a quitté la rive principale du village pour suivre un petit sentier en planches qui grinçait sous nos pas. Il n'y avait presque personne. Seuls les cris lointains d'enfants, le froissement des feuilles et ce bruit caractéristique des bateaux à moteur, au loin, sur le thon les sapes. Le temple s'est dévoilé au bout du chemin, dans une trouée d'arbres. Il était là, dressé au-dessus du sol sur d'épais piliers de béton, son toit rouge et or éclatant dans la lumière de fin d'après-midi. Les marches pour y accéder étaient raides, usées. On aurait dit qu'elles flottaient dans l'air. Je me suis déchaussé, comme il est coutume de le faire ici, et j'ai gravi les marches lentement, en silence. À l'intérieur, c'était une explosion de couleurs. Les murs étaient recouverts de fresques bouddhistes, des scènes de la vie du Bouddha, mais aussi des représentations du cycle de la vie, du karma, de la renaissance. Le style était naïf, presque enfantin, mais l'émotion y était intacte. Chaque coup de pinceau semblait raconter une histoire de patience, de transmission, de paix intérieure. Dans un coin du temple, un moine méditait. Il était assis en tailleur, le dos droit, les yeux fermés, enveloppé dans une robe safran, aux plis parfaitement ajustés. Je n'ai pas osé m'approcher. Son immobilité avait quelque chose de sacré. À cet instant, il semblait plus vieux que le temple lui-même, comme s'il portait en lui la mémoire de tous ceux qui avaient prié ici avant lui. Dehors, dans la cour sur pilotis qui entourait la pagode, des enfants jouaient à se poursuivre. Leurs pas résonnaient sur le bois, leurs rires ricochaient dans l'air, mais d'une façon étonnamment douce. Rien ne semblait heurter la tranquillité du lieu. Même l'agitation avait ici une forme d'harmonie. Je me suis assis au bord de la terrasse, les jambes pendantes dans le vide.
Le vent léger faisait vibrer les drapeaux de prière suspendus autour du toit. Soka s'était éloigné, me laissant quelques minutes seul. Je ne sais pas exactement combien de temps je suis resté là. Peut-être 5 minutes, peut-être 20. Il y avait dans cet endroit une densité de calme que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Une invitation à ralentir, à écouter sans chercher à comprendre, à simplement être là. Avant de repartir, je suis retourné une dernière fois dans la salle principale pour saluer. Le moine avait ouvert les yeux. Il m'a regardé sans un mot, mais avec ce sourire discret que seuls les hommes paisibles savent vraiment offrir. J'ai incliné légèrement la tête. Il a fait de même. Puis j'ai remis mes chaussures et j'ai quitté le temple en silence. Ce soir-là, le village était baigné dans une lumière orangée presque irréelle. J'avais l'impression de marcher dans un tableau, et cette sensation, discrète mais profonde, de m'être rapproché de quelque chose d'essentiel. Après la visite du temple, Soka m'a proposé de faire un dernier arrêt avant le coucher du soleil. Une famille amie, me dit-il. Ils aiment recevoir les voyageurs. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, si c'était une vraie invitation ou une habitude touristique bien huilée, mais j'ai accepté sans hésiter. Ce genre de moment, imprévu, a toujours quelque chose d'authentique. Nous avons quitté le chemin principal et suivi une passerelle de planches étroites, à moitié branlantes, entre deux maisons sur pilotis. L'air sentait la terre mouillée et le feu de bois, et le vent ramenait par bouffées les cris d'enfants et le clapotis de l'eau contre les pieux. La maison était modeste, mais bien entretenue, perchée comme toutes les autres, avec ses murs en bois léger et son toit de tôle ondulé. Sur le perron, une femme d'une 50aine d'années nous attendait, pieds nus, vêtue d'un krama rouge, ce tissu à carreaux typiquement cambodgien, noué autour de la taille comme une ceinture. Elle m'a accueilli avec un sourire franc, presque complice, et un petit geste de la main pour m'inviter à monter. Aucun mot, pas besoin. On a gravi l'échelle de bambou pour atteindre la plateforme. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Un tapis en rotin, un petit autel avec une statuette de Bouddha, quelques coussins à même le sol. Une radio grésillait doucement, mêlant une mélodie traditionnelle à des crépitements d'un autre temps. C'était simple, mais tout respirait la vie. Très vite, 2 enfants sont apparus, à moitié cachés derrière un rideau. Une petite fille m'a observé longuement, puis s'est approchée et s'est assise à côté de moi sans dire un mot. Je lui ai souri. Elle m'a répondu par un air très sérieux, comme si j'étais un invité d'honneur. La mère est revenue avec 2 bols fumants. Soka m'a fait signe de m'asseoir, et on s'est installé sur le tapis. Le repas était déjà prêt. Un poisson grillé entier, que la famille avait probablement pêché le matin même, accompagné de riz gluant, servi dans de petits paniers tressés. Il y avait aussi une soupe claire, au goût citronné, que j'ai trouvée incroyablement réconfortante après une journée de chaleur. Mais plus que les saveurs, ce qui m'a marqué, c'est l'ambiance. On ne parlait pas beaucoup. Soka traduisait quelques phrases ici et là, mais le plus souvent, on communiquait par les regards, les gestes, des sourires un peu timides. Le père est arrivé un peu plus tard, rentrant d'un coup de main à un voisin. Il a hoché la tête dans ma direction, puis s'est assis sans un mot, en tailleur, comme s'il avait toujours été là. Le repas s'est déroulé dans un calme profond, ponctué de quelques éclats de rire quand un des enfants a tenté de m'apprendre à dire un mot khmer que je n'arrivais pas à prononcer. Je ne sais plus ce que ça voulait dire. Sûrement quelque chose comme « ris » ou « merci ».
mais ça les faisait rire à chaque fois que je ratais, et je ratais à chaque fois. À un moment, Soka a raconté que cette famille vivait ici depuis des générations. Le père était pêcheur, la mère travaillait parfois au marché flottant, et les enfants allaient à l'école à la saison sèche, quand les routes de terre permettaient le passage. Pendant la saison des pluies, c'était en bateau, bien sûr. Ils ne se plaignaient pas. C'était leur rythme, leur monde, une vie entre l'eau et le ciel, comme ils disaient. Ce n'était pas une de ces soirées bruyantes autour d'une grande tablée. C'était une parenthèse suspendue, intime, simple. Et c'est cette simplicité-là qui m'a touché. J'étais là, au milieu d'une famille que je ne connaissais pas, dans un village perdu au bord d'un lac cambodgien. Et pourtant, je me sentais accueilli. Pas comme un touriste, mais comme quelqu'un qu'on intègre doucement, sans exagérer, sans s'effacer non plus. Le père avait le regard perdu quelque part dans le vide, ou peut-être simplement dans le calme. La mère avait tendu une couverture sur les jambes des enfants, sans dire un mot. Le vent s'était levé un peu, caressant les cheveux, balayant les dernières odeurs du repas. On ne voyait plus vraiment le soleil, mais la lumière, elle, persistait. Une sorte de halo doré au loin, entre les maisons sur pilotis, flottant au-dessus de l'eau calme. Soka et moi parlions à voix basse. Rien de très important, juste des échanges simples, sans but. Il me racontait comment, enfant, il grimpait sur les toits pendant la saison des pluies pour récupérer les mangues que le vent faisait tomber dans les gouttières. Je lui disais que chez moi, on se plaignait quand il pleuvait 3 jours de suite, et il avait ri doucement, en secouant la tête comme pour dire « Vous êtes bien pressé là-bas ». Je remarquai qu'un des enfants qui s'était assis près de moi un peu plus tôt pour regarder le soleil descendre derrière les pilotis avait fini par s'endormir contre moi, la tête posée simplement sur mon bras. Comme ça, sans prévenir. Juste ce geste, discret et plein de confiance, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai cessé de parler. Soka aussi. On a regardé la scène sans rien dire. Il n'y avait rien d'exubérant, rien à expliquer. C'était un moment doux, silencieux, sans besoin d'interprétation, juste un enfant qui s'endort là où il se sent bien. Quand Soka s'est levé pour dire qu'il était l'heure de rentrer, j'ai doucement aidé à recoucher le petit sur une natte. Il n'a pas bougé. La famille m'a salué encore une fois, toujours avec cette bienveillance tranquille qui ne cherche pas à impressionner, mais qui reste gravée. Nous avons repris la barque dans la pénombre. La lune commençait à apparaître, pâle et floue, entre 2 nuages lents. Les lumières du village formaient des guirlandes hésitantes, tremblantes sur la surface de l'eau. Quelques pirogues passaient encore, mais le village, dans son ensemble, semblait entrer dans une autre dimension, plus douce, plus intérieure. La maison où je passais la nuit appartenait à la famille de Soka. Ils étaient partis en ville pour la saison, m'avait-il expliqué. Alors, ils gardaient les lieux en leur absence et m'y avaient trouvé une place, le temps d'une nuit tranquille. Simple, comme toutes les autres ici, perchée sur pilotis, avec une plateforme en bois ouverte sur l'eau et une pièce à vivre baignée par le vent du soir. Il m'avait aménagé une petite chambre, spartiate mais propre, avec un matelas posé sur un sommier en bambou et une moustiquaire suspendue au plafond. En arrivant, j'ai posé mon sac dans un coin, puis je suis sorti m'asseoir sur la terrasse, les pieds suspendus au-dessus du lac. Pas de climatisation, pas de bruit artificiel, juste le murmure du lac, le grincement du bois et quelque part au loin, une berceuse chantée tout bas. Je suis resté là longtemps, sans penser à rien. Peut-être que je rêvais déjà un peu, les yeux ouverts.
Quand je me suis allongé, le matelas était dur, mais le sommeil est venu vite. Et juste avant de sombrer, j'ai revu le visage du petit garçon endormi. Et cette image m'a suivi jusque dans mes rêves. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, bien avant que le village ne s'agite. La lumière filtrait à peine à travers les planches disjointes de la chambre flottante, et l'air était encore frais, chargé d'humidité. Pas un bruit, à part quelques cris d'oiseaux et le grincement lointain d'un bateau qu'on mettait à l'eau. Je suis sorti pieds nus sur la petite terrasse en bois. Le lac était parfaitement calme, comme s'il retenait son souffle. Tout semblait suspendu dans cette parenthèse entre la nuit et le jour, le genre de silence qu'on n'entend jamais vraiment, sauf quand on est seul, loin, et qu'on a appris à ne plus vérifier l'heure. Je me suis assis là, sans bouger, regardant les premières lueurs grignoter l'horizon, et j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu la veille. La traversée silencieuse du village en barque, la forêt inondée, la pagode et ses fresques colorées, le repas partagé sur le tapis d'une maison en bois, et cet enfant, endormi sans crainte contre moi, comme un point final posé doucement sur une page. Soka est arrivé un peu plus tard avec 2 cafés dans des gobelets de terre cuite. Il n'a rien dit. Il s'est juste assis à côté de moi et m'a tendu le sien. On a bu en silence, comme si tout avait déjà été dit. Et peut-être que c'était le cas. Le bateau qui devait nous ramener vers le débarcadère nous attendait déjà, moteur ronronnant faiblement. J'ai rassemblé mes affaires. Pas grand-chose, juste un sac et une chemise de rechange, et j'ai jeté un dernier regard au village. Tout était encore endormi. Les enfants ne jouaient pas encore sur les passerelles. Les femmes ne s'étaient pas encore installées avec leurs bassines pleines de linge. C'était le Kampong Fluk du matin, celui des ombres douces et des départs sans bruit. En remontant dans la barque, je me suis retourné une dernière fois, pas pour dire au revoir, non, juste pour m'assurer, une fois encore, que ce que je venais de vivre n'était pas un rêve trop bien ficelé, que ce village de bois et de silence, ces enfants, ces visages, cette lumière dorée, tout ça avait bien existé. Je laissai mon regard tomber sur l'eau du lac, sombre et paisible. Elle glissait lentement, presque sans bruit, sous la coque. J'ai tendu le bras, puis j'ai plongé un doigt dans l'eau, puis toute la main. Je l'ai laissée là, à fleur de surface, ouverte, paume vers l'avant. Le courant, léger mais constant, s'y est accroché tout de suite. Il poussait doucement contre mes doigts, contre ma paume, comme s'il voulait me faire sentir qu'il avançait, lui, qu'il n'attendait pas. Je n'ai pas résisté. Je l'ai laissé faire. La route du retour, pourtant identique, ne m'a pas semblé la même. Les rizières, les buffles, les enfants qui couraient pieds nus au bord des chemins, tout paraissait plus calme, plus lent, comme si quelque chose avait changé. Ou plutôt, comme si c'était moi qui voyais différemment. Soka m'a ramené jusqu'à mon hôtel de Siem Reap. On s'est serré la main, puis il est reparti sans rien ajouter, son tuk-tuk disparaissant dans la poussière rouge. Je suis resté là quelques secondes, mon sac à la main, sans trop savoir quoi faire. Kampong Fluk ne m'avait pas raconté d'histoire. Il m'avait simplement laissé une place, pendant un court instant, au cœur de la sienne. Et ça, je ne l'oublierai jamais. J'espère que cette échappée vous a plu. Vous en trouverez d'autres, toutes aussi apaisantes, dans la playlist voyage de cette chaîne. Sur ces mots, je vous dis à très bientôt, pour un nouveau récit tout en douceur. Bonne nuit et bon voyage.